Good afternoon, everyone. Bon Bonjour à toutes et à après-midi. tous. Je suis Sophie Dumoulin, directrice EDC des énergies propres et technologies propres. Il s'agit de notre panel aujourd'hui composé de notre équipe abordant différents secteurs concernant la décarbonisation et la réduction carbone. Nous avons un article clé qui parlait des preuves que la planète allait devoir faire preuve de davantage d'émissions en carbone pour aller au-delà justement des accords de Paris et de garantir nos efforts en matière d'accommodation. Aujourd'hui, des représentants d'entreprises qui font face à de nombreux défis en matière d'innovation technologique pour le transport, la technologie, notre secteur de transport. Nous avons des solutions en matière de leadership technologie et comment ils abordent le lancement de la produit sur le marché. Aujourd'hui, nous avons trois membres du panel. J'accueille Rémi Dessa, PDG de Pantelium, Jeff Moore, président de MindSense Technology, et Josh Wong, PDG de Opus One Solutions. Merci à vous tous de nous avoir rejoints pour participer à cette discussion. Pour commencer ce panel, je voudrais que chacun d'entre vous nous parle un petit peu de vous et des atouts de votre compagnie, de votre entreprise. Comment faites-vous la différence avec vos produits ou services? Et je commencerai avec Rémi, puis Jeff et Josh. Je vous en prie, allez-y. Merci, Sophie. Merci de nous donner l'opportunité de faire partie de ce panel. Donc, Pantanium, nous croyons que le transit public est vraiment la colonne vertébrale de la mobilité dans les villes modernes, mais pour cela, les usagers doivent utiliser les transports transversaux, le transport public, mais également nous devons garantir davantage de flexibilité, de produits qui pouvons permettre cette flexibilité et nous permettons de créer davantage de résultats économiques, sociaux et environnementaux en matière de transport et de transit. Donc, généralement, nous pensions, quand on parle de transport public, on pense aux autobus. Alors, lorsque l'on peut arriver à prévoir la demande et le temps, mais lorsqu'on ne peut pas arriver à prédire justement ces questions de temps et de mobilité, lorsqu'on est né dans les banlieues, énormément de personnes qui vivent dans ces zones-là, si on veut prendre le bus quelquefois, eh bien, vous devez conduire 15 minutes même pour aller à un centre, une station de bus, ou même 1 heure et demie. Et cela, eh bien, fait que les gens vivant dans ces zones-là sont réticents à prendre les transports communs et les autobus. Donc, nous essayons de couvrir ces grandes zones afin que les gens puissent prendre donc un seul transport pour se rendre en ville. Et nous essayons de faire en sorte que les villes puissent également couvrir davantage d'un réseau beaucoup plus étendu au niveau des réseaux d'autobus et de transport pour pouvoir également guider les autobus vers les zones où se rendre, où les usagers le demandent. Merci. Oui, Jeff, allez-y. Très bien, merci Sophie. Alors, MindSense, nous nous concentrons sur l'industrie minière. L'industrie minière produit énormément de métaux essentiels pour toutes les technologies et qui nous permettent de travailler également sur la décarbonation. Et l'industrie minière en tant que telle, nous essayons de la rendre plus durable. Alors, je commencerai par la façon traditionnelle par laquelle la mine aborde ces questions de changement et différents processus. Nous prenons des échantillons et analysons les composantes chimiques. Et l'idée derrière cela est d'un processus finalement assez imprécis. Nous avons énormément de rejets, de déchets, même de minerais, de métaux qui pourraient nous servir. Donc, nous essayons de résoudre ces pertes, de réduire ces pertes. Et nous avons énormément d'apprentissage issu de l'apprentissage machine. Donc, nous fournissons des informations en temps réel et précises pour savoir où creuser pour extraire les minéraux. Donc, nous essayons ainsi de rendre beaucoup plus durable notre activité et réduire effectivement les impacts du fait de nos opérations. Je
terminons. Je suis Josh Wang, PDG de Opus One. Merci, Sophie à l'EDC, de nous avoir accueillis. Alors, en tant qu'entreprise d'ingénierie logicielle, nous concentrons sur, nous avons notre mission, notre vision d'améliorer les systèmes de réseau et de faire en sorte que ces réseaux deviennent un seul unique réseau durable avec les différentes sources d'énergie. À l'origine de Tesla, toute cette génération et production d'énergie, eh bien, nous essayons de réguler finalement tous les différents réseaux jusqu'aux centres urbains et d'optimiser les consommations finalement des usagers. Mais lorsque nous passons à cette transition énergétique, eh bien, nous prenons en considération trois tendances essentielles ou directions en tout cas vers lesquelles nous souhaitons nous orienter. La première est la numérisation. Numériser donc l'impact, la connexion au réseau pour créer des réseaux beaucoup plus intelligents. Puis le deuxième lieu, c'est la décarbonation pour garantir nos réseaux, de faire en sorte que ceux-ci soient beaucoup plus durables et participent à l'optimisation et l'efficacité énergétique. Le troisième est la décentralisation pour nous assurer qu'à partir de nos grandes centrales de production, nous pouvons orchestrer les prosumers, comme nous les appelons, vous et moi, qui ont un intérêt à créer un réseau beaucoup plus propre, beaucoup plus optimum et beaucoup plus résilient. Donc, cette une session de coordonner finalement l'usage énergétique, la production énergétique avec davantage des centrales qui ont des millions d'atouts qui permettent d'optimiser finalement la distribution de l'énergie sur le réseau et participer à la décarbonation des infrastructures afin de pouvoir garantir cette transition énergétique. Nous sommes une entreprise canadienne. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vois que vous proposez des solutions particulièrement intéressantes. Et voici la première question du jour. Je voudrais juste vous rappeler il s'agit de questions. Si vous avez des questions spécifiques donc à aborder à nos panels, eh bien, utilisez l'application Whova et nous serons ravis de vous connecter avec le public afin qu'il puisse vous poser directement les questions. Voilà, ma première question est la suivante. Nous voulions savoir qu'est-ce qui peut susciter l'intérêt en vos solutions, puisque les entreprises sont-elles intéressées par ces réductions d'émissions, par exemple, ou réduire l'utilisation des ressources énergétiques et quel est le coût finalement que cela peut représenter pour réaliser et concrétiser ces décisions. J'adresserai cette première question à Rémi en priorité. Alors pour nous, nous sommes toujours dans une phase précoce finalement en matière de transition. Nous ne sommes pas forcément très rapides à procéder à cette évolution, mais nous avons constaté un intérêt concernant nos activités à l'égard d'autres villes également, d'autres villes qui cherchent vraiment à appliquer les valeurs principales pour pouvoir couvrir davantage de zones et de surfaces urbaines avec notre solution. Et le fait de jouer un rôle majeur aujourd'hui, ça n'a pas été une grande influence pour que les gens adoptent ces nouvelles technologies, et puisqu'ils cherchent encore à comprendre vraiment quelle est la valeur ajoutée, en tout cas dans cette perspective. Merci, Rémi. Jeff, est-ce que vous avez une expérience similaire? Alors, je dirais que Rémi et moi pourrions avoir des points similaires à discuter concernant nos clientèles. Et nous, sans notre technologie, nous avons des profils différents sur lesquels nous devons nous améliorer au niveau des calculs sur l'aspect minier. Quelles sont les technologies que nous pouvons intégrer? En tout cas, nous avons trouvé que les façons les plus efficaces étaient d'agir sur la base de notre activité. Alors, nous avons vu au cours des dernières années que cela n'avait eu de cesse de s'accélérer et cette augmentation concentrée donc sur la durabilité, la question de la durabilité
améliorer finalement le message que nous souhaitons développer et communiquer de façon précoce sur l'ensemble du processus. Mais l'ensemble de notre stratégie est vraiment, tout d'abord, nous voulons également améliorer nos profits, mais d'autre part, nous avons ces avantages, ces bénéfices à être plus durables. Donc, nous voulons vraiment voir si nous pouvons eh bien, être éligibles justement pour ces questions-là et nous, avant de pouvoir vraiment considérer les chiffres envisagés, et on peut en tout cas faire cela pour notre propre profit. Donc, nous sommes tout à fait confiants que cela peut être un facteur croissant et on peut absolument toujours proposer des solutions viables à cet égard. Alors, Josh, je pense, nous espérons tous que cela peut être une réalité dans les 2, 3 années qui viennent. Josh, est-ce que c'est similaire pour vous aussi? Est-ce que vous voulez répondre à la question? Oui, alors je pense qu'en matière de transition, je pense que nous sommes toujours des optimistes, nous avons toujours une vision optimiste de nos activités. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cela a pris 100 ans pour que l'électricité atteigne cette première étape et au cours des 8, 9 dernières années, pour la hauteur, l'horizon 2030, je pense que nous passerons à une nouvelle étape, mais n'avons de cesse d'accélérer finalement les processus. C'était un point tout à fait intéressant parce que nous utilisons davantage nous avons des thématiques sur lesquelles nous voulons nous orienter principalement vers les consommateurs et pour vraiment fournir des solutions beaucoup plus propres. Et c'est tout à fait clair que ici les utilités sont, nous ressentons une pression pour fournir des ressources beaucoup plus propres, beaucoup plus vertes en matière d'énergie, d'électricité. Et les tendances et la pression est là, mais je pense que ce qui nous allons vraiment pouvoir trouver le moment adéquat et opportun. Donc, je suis particulièrement optimiste, en tout cas, pour savoir constater que le niveau d'intérêt n'aura de cesse de croître, en tout cas, et je pense que nous pourrons fournir des alignements structurels sur les solutions que nous pouvons apporter à l'égard de nos consommateurs dans cette transition énergétique. Oui, merci Josh. Oui, vous avez parlé que vous êtes dans une industrie plutôt traditionnelle et nous pouvons catégoriser les mines et comme étant faisant partie de ce groupe et l'exploitation minière. Et donc, comment est-ce que les choses ont changé pour pouvoir s'adapter dans cette industrie? Comment avez-vous pu amener cette nouvelle technologie à vos clients et les convaincre d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose qui est bon? Eh bien, nous avons commencé avec notre approche de vente et avec notre modèle de business, hein, donc en leur montrant la valeur que nous pouvons leur apporter pour pouvoir augmenter leurs profits dans cette dans ces activités minières. Et donc, maintenant, nous avons vraiment mis les pieds dedans et nous sommes vraiment sur le chemin. Et ce qu'on a fait, nous avons changé un peu les nuances. Donc, comme ça rentre plus en équilibre avec leur activité minière. Mais nous avons trouvé différentes façons de pouvoir trouver différents mots et différentes choses à dire suivant les entreprises, mais toujours avoir ce message de valeur, de plus de profit et puis d'être qui nous sommes, hein, de rester qui nous sommes. Eh bien, je pense que ce qui est important aussi, c'est que lorsque de technologies toutes nouvelles arrivent, nous sommes les seuls qui font ce que nous faisons. Donc, nous sommes les seuls sur le marché. C'est une très bonne opportunité, mais ça veut dire aussi qu'il faut établir une proposition de valeur, une proposition de prix qui n'existe pas sur le marché. Et donc, c'est non traditionnel, hein. Il ne faut pas évidemment être resté coincé avec des offres plus traditionnelles dans l'espace minier. Oui, je pense que c'est très intéressant. Josh, vous avez adopté plus ou moins la même stratégie pour les services énergétiques?
Oui, c'est assez similaire et ça a toujours été, ça va toujours être à propos des profits, hein, ça va toujours être dans un cycle, hein, et les services énergétiques sont toujours intéressés parce qu'ils s'occupent d'une infrastructure pour le client, mais il n'y a pas beaucoup d'entre nous, hein, sur le marché. Donc, lorsque regarde, nous devons regarder les choses d'une façon mondiale, et peut-être il y a peut-être une centaine d'investisseurs dans les services énergétiques qui représentent le marché en lui-même. Et donc, nous, pour notre clientèle et notre cible de clientèle et où nous en sommes, c'est en général sur le devant des stratégies d'innovation et nous pensons qu'une vente directe est beaucoup plus efficace. Et bien que nous soyons sur un marché mondial, nous avons ciblé des clients pour pouvoir transformer leur stratégie en réalité grâce aux produits. Et donc, c'est une approche très ciblée en ce qui concerne une plateforme de vente. Nous nous apercevons que nous voyons de plus en plus de socialisation ou plus d'intérêt parmi les entreprises énergétiques qui sont plus traditionnelles et donc d'une façon mondiale. Et donc, nous n'avons pas besoin de trouver du personnel dans différents pays, dans différentes régions, mais chaque chaîne sont des entreprises de plusieurs milliards de dollars ainsi que des systèmes d'intégration informatique, d'entreprises informatiques. Et donc, pour nous, c'est un alignement stratégique qui doit se faire, une espèce de vision qui sera en place pour que ce soit en pair avec les cartes qu'ils peuvent avoir, les plans qu'ils ont, les plans d'action. Et donc, c'est une approche très ciblée. Oui, merci. Et je pense que lorsque vous parlez des municipalités, hein, je pense que c'est un processus qui doit être un peu plus long. Est-ce que vous avez des réservations lorsqu'on parle de cela? Oui, c'est un cycle de vente assez long, en effet. Et ça, c'est quelque chose qui me garde éveillé, hein. Et lorsqu'on se pose la question, comment est-ce qu'on peut réduire ce cycle de vente avec les municipalités, etc. Et ce qu'on a appris depuis le temps maintenant, c'est une stratégie ciblée par chaîne. Et les municipalités, elles planifient à 5 ans à l'avance. Et si vous ne rentrez pas dans ce plan d'action de 5 ans, eh bien, il faut attendre que ça devienne une priorité pour eux. Et lorsque nous avons commencé à examiner les partenariats, les canaux dont Josh a parlé, des entreprises plus importantes qui travaillent avec des municipalités dans certaines régions et qui voient la valeur que nous apportons et nous pouvons l'apporter sur le marché. C'est plus un ajout plutôt que d'attendre de passer par une passation de marché. Et puis, lorsque nous examinons l'intérêt qu'ont les gouvernements qui veulent faire la promotion des transports publics, eh bien, il y a un financement qui est mis en place par un nombre de municipalités avec une adaptation de la technologie comme la nôtre. Et donc, nous avons planifié de pouvoir s'accrocher à ces agences qui financent pour accélérer ce cycle de vente et avec il faut toujours avoir un plan à leur montrer parce que souvent ils ne comprennent pas quelles sont les ressources qui leur sont disponibles lorsqu'ils prennent ces décisions. Et donc oui, absolument, nous sommes toujours en train de essayer de voir comment nous pouvons manœuvrer, comment nous pouvons trouver le bon chemin pour avoir ce cycle de vente raccourci avec notre technologie et notre plateforme. Avant de passer à notre sujet suivant, je vais vous demander, et Josh, je veux juste vous demander, c'est quelque chose que nous voyons sur l'application en ce moment en ce qui concerne le recrutement de talents et de personnel qualifié. Et il y a peut-être une espèce de guerre pour trouver des personnels qualifiés en ce moment. Et donc, est-ce que dans votre industrie, est-ce qu'il y a aussi un effet de cette guerre de personnes qualifiées? Et aussi, est-ce que les entreprises d'énergie propre ont peut-être une mission. Est-ce que c'est une façon peut-être est-ce que ça va être atténué, est-ce que votre mission va être atténuée à cause de cette guerre dans le personnel qualifié? C'est une question géniale et j'aimerais bien avoir un autre panel avec ce genre de questions parce que dans tout ce qui est la technologie en ce moment, surtout tout ce qui est logiciel, tout ce qui est personnes qui s'occupent de tout
de tout ce qui concerne la création de logiciels, la conception logicielle. Donc oui, absolument, il y a une guerre pour du personnel qualifié qui est une guerre très robuste, surtout avec les développeurs, avec les ingénieurs informatiques, quelle que soit l'industrie informatique dans laquelle vous êtes, de technologie, il y a toujours une guerre et nous voyons que ça devient très concurrentiel en ce moment parce que vous avez des frontières géographiques qui sont beaucoup moins, qui sont amoindries. Et donc, que vous avez le distanciel, les personnes qui travaillent à distance, ou vous avez peut-être un moyen, un type de travail hybride. Et donc, en effet, que peuvent faire les entreprises pour investir des activités où le personnel s'engage, mais nous voyons aussi d'une façon très fraîche des gens incroyables qui rejoignent notre entreprise et qui sont venus depuis les 18 derniers mois, donc pendant la COVID, et qui ont un sens de mission parce que de mon côté, je fais des dîners avec de nouveaux employés et semaine après semaine, je rencontre ces nouveaux employés et je pense que ce sujet de d'entreprise propre, eh bien, c'est de voir un petit peu comment ces technologies propres, comment nous voyons, comment ces employés sont prêts à apprendre cette industrie très compliquée, mais ils sont prêts à le faire. Et on voit l'enthousiasme, et je pense que c'est vraiment un sujet extrêmement pertinent qui parle à nos familles et à nos employés, à leurs familles. Et je pense qu'il y a une espèce de mouvement, que ce soit des problèmes de rétention, mais en même temps, je pense aussi que je suis tellement fier des personnes qui sont vraiment mis sur le devant de la scène et qui ont rejoint notre entreprise et qui ont rejoint notre cause. Oui, merci Josh. Jeff, est-ce que c'est le même phénomène dans l'ouest du Canada qui se passe? Est-ce que vous avez une guerre de talents, de personnel qualifié? Est-ce que vous avez mis en place des stratégies, peut-être des programmes pour recrutement d'employés? Oui, comme Josh, nous avons des programmes qui sont fondés sur les employés. C'est très difficile d'attirer du personnel qualifié. Et sur un de nos sites, par exemple, nous avons eu de la chance jusqu'à présent pour attirer du personnel qualifié. Ici, à Vancouver, c'est un noyau, une culture de technologie ici. Donc, comme a dit Josh, le fait que nous faisions la différence pour la planète, je pense que les gens qui travaillent pour nous sont aussi dans ce mouvement. Et donc, les entreprises de technologie propre, c'est une motivation pour eux. Et puis, nous faisons des choses très cool. Hein, et donc, le fait que nous sommes dans le secteur minier, c'est quelque chose qui est très important pour recruter du personnel qualifié. Donc, on continue de faire ça, mais comme beaucoup d'entreprises, nous sommes plus flexibles pour peut-être faire travailler des gens en distanciel à travers le monde. Hein. Nous avons des gens au Pérou, au Chili, aux États-Unis, et nous continuons de nous étendre comme ça. Nous essayons d'être plus créatifs pour amener le bon personnel de différents endroits géographiques, même si les équipes sont ici au bureau de Vancouver. Hein. C'est ce que nous allons, je pense, continuer de faire. Et nous sommes tous dans le même bateau en ce moment. Hein. Nous trouvons des solutions. Oui, c'est très bien. Rémi, peut-être vous pouvez nous dire, parler un petit peu en ce qui concerne le recrutement de personnel qualifié. Alors, pour moi, nous n'amenons pas autant de personnes que Josh et Jeff. Hein. Nous sommes une petite équipe, hein, beaucoup plus petite, mais nous avons toujours ces mêmes défis d'amener du personnel qualifié, surtout du côté technologique. Mais je pense que, comme ils l'ont dit tous les deux, la mission de ce que nous faisons est très importante et surtout pour le personnel qualifié qui est plus jeune, qui sort des écoles et ils veulent faire partie de quelque chose qui pense faire la différence. Et je pense que ça, c'est une partie importante de notre processus de recrutement et d'entretien et qu'ils comprennent ce que nous faisons de ce côté de nos affaires et d'un autre côté, ils aiment faire partie de quelque chose qu'ils trouvent intéressant et ils se sentent mis au défi. Et donc, je vois Jeff et Josh, nous sommes sur un marché où nous sommes sur un marché où des choses intelligentes se passent. C'est super d'entendre cela et je pense que c'est la même chose aussi chez EDC.
nous faisons beaucoup d'audit pour des solutions, mais nous avons aussi beaucoup de secteurs avec des experts. Évidemment, il y a un intérêt fort pour les technologies propres. Et donc, nous avons aussi les mêmes défis pour attirer ce personnel, mais une espèce de mission et qui veulent faire partie de cette mission. Alors, le sujet suivant va parler des changements de réglementation, la réglementation en elle-même et où cela touche votre entreprise et les produits qui sont adoptés. Si vous considérez votre marché, est-ce que ça fait la différence pour vous, les réglementations, le changement, et puis aussi la question qu'on vient de me poser sur l'application? Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez les réglementations qui sont en place pour capturer les gaz à effet de serre qui sont prêtes à être mises en place au niveau du Canada? Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de cela un petit peu? Donc, Rémi, vous pouvez commencer là-dessus? Ah oui, bien sûr. Alors, en ce qui concerne les réglementations, pour nous, avec dans le service de transport public, les gens savent qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé dans l'électrification, hein. C'est un sujet très important, l'électrification des autobus, du transit, et ça, c'est à travers le monde, au Canada, aux États-Unis, en Europe. De notre côté, on voudrait être focalisé surtout non seulement sur le côté des infrastructures en elles-mêmes, mais les gens qui n'utilisent pas les transports publics. Donc, c'est super que les autobus soient électrifiés, mais comment est-ce que ça va amener plus de gens d'être dans cet autobus? Et donc, nous essayons de réfléchir et nous voudrions voir un peu plus de ce financement qui est dirigé vers notre espace, dans notre espace. En ce qui, juste au jour d'aujourd'hui, nous avons vu des choses en Europe où il y a plus de mouvements avec ce transport public en Europe qui est beaucoup plus poussé, qui est beaucoup plus acceptable et que ça l'est en Amérique du Nord. Et ici, c'est toujours considéré comme c'est le dernier choix, hein. Vous prenez le transport public, vous avez le choix et donc, les gens utilisent les transports publics, sont capturés, on va dire, hein, sont tenus prisonniers en Amérique du Nord. En ce qui concerne les juridictions, les États-Unis, je pense, sont concentrés beaucoup plus sur ouverts à prendre des risques, même bien que le système de transport les gens, ce n'est pas vraiment une prise de risque, hein, mais aux États-Unis, les choses se passent un petit peu plus vite qu'au Canada. Et donc, je pense que ça, c'est dans la plupart des domaines, hein, comme on pourront en témoigner Josh et Jeff. Et merci Rémi. Et malheureusement, j'imagine que cette pandémie a eu un effet sur le fait que les gens ne voulaient pas nécessairement prendre les transports publics, utiliser les transports publics. Mais nous espérons que cela, c'est quelque chose, un problème à court terme. Et les gens verront l'avantage, pourront connaître l'avantage d'utiliser les transports publics à l'avenir. Jeff, en ce qui concerne les réglementations, vous en pensez quoi? Pour nous, dans notre industrie, la réglementation, c'est un facteur très important. C'est plus amené par les parties prenantes et pour que ça soit durable, des lois, des politiques qui sont mises en place en ce qui concerne les prix. Il y aura en effet il y a aussi d'autres facteurs qui ne sont pas liés nécessairement aux réglementations. Mais nous, lorsque nous essayons de nous étendre géographiquement, c'est plus comment nous pouvons faire des affaires avec cette région ou ce pays plutôt que la réglementation qui est en place en ce moment. Oui, merci, ça peut nous aider. C'est un aperçu qui nous aide, en effet. Josh, est-ce qu'il y a un effet des réglementations sur vous? Oui, absolument. Mais avant, je veux encourager Rémi de dire que nous sommes à l'intersection, je suis à l'intersection de deux autoroutes hein, à Toronto, mais nous utilisons le métro pour aller au bureau. Mais maintenant, je n'ai plus de bureau, donc j'espère que nous allons pouvoir retravailler en présentiel bientôt. Et donc, oui, absolument. Je pense que dans notre espace, c'est dynamique et vibrant parce que
nous avons des parties prenantes, quelques parties prenantes qui sont quelquefois alignées avec nos intérêts ou qui sont contre nos intérêts. Donc, évidemment, les entreprises, les services énergétiques ont des réglementations qui sont en place. Quelquefois, ils essaient de les mettre en place et alors qu'ils sont sur le devant de la scène, c'est souvent avec ce sont des projets d'innovation, c'est vrai, mais là où ils sont peut-être un peu en retard, parce que c'est toujours une organisation, c'est tout ou rien. Et c'est par rapport à la taille de l'infrastructure. Et il ne faut pas hésiter quelquefois à mettre de l'argent une fois que la réglementation est en place. Mais les lois ne sont pas toujours les mêmes. Hein, donc, nous sommes évidemment exposés aux réglementations provinciales, régionales de la ville en elle-même, quelquefois fédérales, et même les réglementations, quelquefois, au niveau des services énergétiques. Eh bien, dans notre espace, nous avons des réglementations provinciales et puis vous avez des réglementations fédérales qui sont quelquefois très progressives. Donc, s'il y en a d'entre vous qui ont suivi les services de l'électricité et ce qui s'est passé récemment, eh bien, nous voyons comment dans l'Ontario, comment ils essaient de regarder les choses d'une façon différente. Et donc, je pense que, en ce qui concerne d'une interdépendance, peut-être une mentalité de groupe, si vous êtes coincé entre un conflit d'intérêts avec différentes juridictions, eh bien, vous pouvez vous trouver dans une situation un petit peu difficile, en effet. Oui, ce sont des choses à laquelle il faut faire attention, en effet. Et avant de parler de cette prochaine question, je voulais je voulais poser une question du public et quelqu'un demandait, Josh, est-ce que vous recrutez en ce moment lorsqu'on revient à attirer du personnel qualifié? Donc, vous voyez, vous commencez à devenir populaire après ce panel. Oui, merci à UDC. Absolument. Nous avons 40 postes d'ouverts en ce moment. Donc oui, nous recrutons, c'est clair. Nous vous demandons de venir, surtout dans l'espace de technologie. Nous avons 65% de nos employés qui est dans le développement de la technologie, du côté du développement de la technologie, dans l'architecture du développement des affaires et de la vente. Donc, si ça vous intéresse, absolument, venez nous voir, oui, venez nous parler. Donc, c'est très, très bien. Donc, Jeff, est-ce que vous avez une question? J'ai une question spécifique pour vous. Lorsqu'on parle de s'agrandir, et je pense que ça fait partie aussi d'une question du public, et ce dont vous avez le plus besoin pour grandir. Est-ce que vous pouvez parler de votre expérience et de votre entreprise, ce qui vous a aidé le plus jusqu'à présent et ce que nous pouvons peut-être faire pour pouvoir trouver des solutions de financement pour aider les entreprises à grandir, surtout si vous en êtes à cette étape en ce moment? C'est une grande question, en effet. Cela nous permet justement de toucher davantage d'entreprises, mais l'un des points importants est de nous concentrer vraiment, d'avoir des stratégies claires sur ce que l'on veut faire en matière de stratégie. Donc, redéfinir finalement comment nous voulons être au niveau mondial sur les marchés, sur les différents clusters dans lesquels nous pouvons nous impliquer. Donc, définir ce point final, mais être réaliste également au niveau des différentes stratégies que l'on veut mettre en place et intercorréler. Nous avons également des processus par lesquels nous voulons agir sur nos clusters en fonction de leur localisation géographique et vraiment générer par la suite un effet de traction et inclure également des financements pour avoir toujours un flux financier positif. Il y a énormément de véhicules qui sont tout à fait disponibles au Canada et nous allons continuer à améliorer notre flotte de véhicules et de pouvoir les faire évoluer. Et peut-être nous impliquer davantage pour tout ce qui concerne les dettes liées donc aux entreprises. Mais il faut vraiment mettre tout cela en perspective. Et nous avons embauché une centaine d'employés il y a quelques mois.
Ce n'est pas, donc, on a trouvé que vraiment, vraiment se concentrer vraiment sur, sur nos objectifs, ce qu'on veut, c'est vraiment essentiel. Merci beaucoup. C'est vraiment, on vous remercie vraiment d'avoir pu nous octroyer un peu de votre temps. Rémi, en matière de solutions financières et d'évolution, est-ce que vous avez des idées précises par rapport au soutien dont vous pourriez avoir besoin au sein de votre industrie? Oui, je pense que, juste pour faire écho à ce que disait Jeff, je pense que le Canada propose vraiment des solutions fantastiques et depuis déjà longtemps, de façon très précoce au niveau de tous les projets commerciaux en cours. Mais je pense que nous travaillons également avec des villes. Cela présente certains risques, donc il faut absolument voir nos stratégies de dépenses et souvent on essaie toujours de limiter les prix vers le bas, surtout dans les cycles d'implication au niveau des marchés publics, puisque souvent on intervient directement donc, dans les villes. Donc, certaines des solutions seraient également, qui seraient utiles pour nous, c'est ce que l'on a découvert au niveau des financements de la part des gouvernements, c'est que l'on peut aider nos clients à avoir accès à ces solutions. Et c'est très important. Je pense que d'une perspective donc, des municipalités, elles sont généralement relativement lentes à agir et l'innovation est vraiment importante à ce niveau-là. Les municipalités devraient être leaders et montrer le chemin. Mais certains de ces financements et le processus pour obtenir ces financements, nous devons travailler donc avec les municipalités, mais des entreprises comme la nôtre doivent également pouvoir avoir accès et aider à faire preuve, aider les municipalités à faire preuve d'innovation. Concernant le biofinancement, c'est ce qu'il y a bien sûr les questions de financement et la question des réalités sur le terrain, mais ce sont deux processus différents. Bien sûr, cela parle d'autant plus lorsque nous essayons de trouver les moyens pour le financier et proposer des solutions, même pour des contrats limités et relativement à petite échelle, mais qui ont besoin d'un certain effort en matière d'administration et d'octroi des ressources. Et peut-être en se convertissant davantage au numérique, cela peut permettre une nouvelle perspective. Josh, est-ce que vous avez la possibilité également de nous répondre? Je pense que votre équipe en matière d'innovation fait preuve de toutes les réponses. Je pense que nous avons bénéficié du soutien de l'ICI directement et de toute la partie entrepreneuriat. Donc, je pense que c'est vraiment un soutien fantastique pour Opus One. Je pense que nous, au niveau de nos stratégies d'évolution, comme le disait Rémi, je pense que tout le monde ici dans cet espace souffre un petit peu des risques de passer par un délai vraiment trop long pour pouvoir passer d'une étape d'innovation et de financement pour finalement n'atterrir que quelques, quelques marquages. Et nous avons besoin d'évoluer, d'avoir une vision sur le long terme, d'avoir un temps opportun en matière d'expansion pour que nos consommateurs, nos clients puissent vraiment vivre une expérience d'évolution sur un terme relativement court, un délai relativement court, puisque nous parlons tous d'infrastructures de plusieurs trilliards ici, de milliards d'investissements. Pour nous, c'est toujours un mélange en nous assurer qu'au niveau mondial,
mais également au niveau local, nous puissions faire en sorte que nous puissions faire évoluer les implications, puisque nous sommes toujours un petit peu en avance par rapport au marché et nous devons également ne pas être trop en avance sur le marché, puisque sinon le marché ne suit pas. Les changements peuvent se faire très rapidement. Donc, il est nécessaire de trouver un équilibre adéquat entre tout. Et je suis tout à fait d'accord avec Jeff sur le fait que le paysage canadien est particulièrement pertinent et fort pour promouvoir l'innovation et la liberté en matière d'innovation et encourage pleinement le développement d'infrastructures et nous permet en tout cas de procéder à de nombreux essais. Je dirais que nous devons avoir peut-être prendre moins de risques en matière de financement d'infrastructures. Je pense qu'au juste milieu de tout cela, nous sommes une entreprise qui peut lancer un appel à l'échelle de l'industrie. Et je pense que ce qui peut nous aider vraiment à être précis sur le paysage financier sont les investisseurs, puisque les technologies propres sont assez complexes. Au-delà des logiciels, entre guillemets, nous devons également être des acteurs au niveau économique, même avec les développements solaires, avec des dizaines de millions de dollars qui sont investis. Mais nous devons vraiment nous situer au juste milieu entre les infrastructures et les investissements effectués au niveau technologique. Je pense que tout cela peut être absolument bénéfice pour pouvoir évoluer. Le marché, finalement, nous avons remarqué que sur le marché, au cours de la dernière année ou des 2 dernières années, il y a davantage de capitaux qui étaient injectés donc, dans ce secteur. Donc, peut-être cela a suscité donc, davantage d'intérêt. Est-ce que cela pourrait être vraiment un avenir tout à fait prometteur pour ce marché? Alors, la question suivante, il nous reste environ 10 minutes à peine pour notre panel. Une question, une tendance sur notre app qui nous parvient pour vous concernant le suivi des émissions. Est-ce que cela s'applique à vos activités d'affaires? Et en matière d'opération, est-ce que vous voyez davantage de demandes de la part de vos clients par rapport à il y a quelques années et la manière par laquelle les émissions, ils effectuent vos suivis d'émissions, c'est ce que cela vous permet de proposer de nouvelles solutions? Et est-ce que pour votre propre entreprise, vous justement mettez en place des systèmes pour suivre vos émissions et pour réduire également vos émissions? Je ne sais pas qui est volontaire pour répondre à cette question. Allez-y, levez la main. Si vous avez, donc oui, Josh, allez-y. Oui, alors, je pense que pour l'industrie, c'est utile, mais pas forcément si ce n'est pas réglementé et cela ne fait pas l'objet de législation. Par exemple, dans l'Ontario, nous appelons à localiser les émissions grâce au mélange d'approvisionnement énergétique à l'échelle de l'Ontario. Dans le secteur énergétique, nous avons 2 projets qui est donc basé au Royaume-Uni, surtout concernant les exigences en matière de suivi d'émissions. Par exemple, si l'on regarde, si on se le projette sur 10 ans, cela a créé davantage de mesures incitatives pour favoriser la régénération, la récréation d'énergie. Donc, ce type d'émissions, ce type d'outils de modélisation énergétique que nous attendons, mais qui est vraiment à une étape vraiment balbutiante. Et je suis optimiste, je suis certain que cela va devenir une norme, une réalité, mais en termes de suivi d'émissions depuis l'extérieur, depuis notre entreprise, nous
nous allons certainement passer davantage de temps sur ce point-là, sur toutes les questions de suivi à distance, mais j'aimerais pouvoir passer davantage de temps, par exemple, sur différents types de cibles de suivi sur les gaz à émissions, les émissions de gaz à effet de serre en particulier. Alors oui, d'après moi, toutes les émissions que nous rejetons, comme je l'ai dit, l'impact que nous pouvons avoir sur les émissions de nos consommateurs, nous essayons de nous concentrer sur des modules très spécifiques. Et donc, très rapidement, tout d'abord, le processus que nous appelons, dans notre processus minier, nous consommons énormément d'électricité par rapport à la production et nous en sommes pleinement conscients. Énormément de l'industrie minière vraiment présente dans le monde entier et les produits, les déchets issus de ces produits. Nous essayons également de procéder à des mesures spécifiques et en procédant au cas par cas. Puis pour les facteurs concernant l'électricité, nous essayons bien de contribuer aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, c'est pour nos consommateurs, c'est l'impact que nous envisageons. Et je pense que pour vous, plus spécifiquement, de la part du public, concernant le même sujet, sur les modèles dont vous avez parlé, au niveau, les individus sont intéressés à savoir si, dans cette expérience de l'industrie minière, il y a près de s'il y a 15%, 50% de plus d'output et de réduction carbone, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de développer? Oui, tout à fait. Alors, en tout début de processus, il y a différentes façons de gérer les déchets, mais bien sûr, au niveau des processus de gestion des déchets, nous procédons à tous ces facteurs de suivi. Ce sont des facteurs croisés donc sur évidemment l'extraction de roches et des minerais, mais nous n'avons pas des process encore. Nous n'avons pas identifié clairement dans le temps ce qui est efficace. Et nous allons donc d'abord procéder aux mesures et voir l'impact que nous pouvons avoir. Donc, sur la troisième partie, nous travaillons sur une modélisation directe avec des experts en la matière afin que leurs calculs sur 2 heures puissent être davantage équilibrés pour procéder correctement. Donc, nous sommes vraiment très proches d'obtenir un modèle aussi optimisé et efficace. Et c'est vraiment ce qui fait, sur ce quoi nous basons nos futures activités. Très bien. Donc, je suis ravi que vous puissiez finaliser ce genre d'analyse. C'est vraiment intéressant. Et Rémi, la réduction des émissions et les calculs en la matière, est-ce que vous avez pu déjà établir des efficacités en termes de calcul ou de pratiques mises en place? Oui, alors lorsque nous travaillons avec les villes pour fournir des transports beaucoup plus pertinents, même lorsque les gens sont en transit, nous avons un bureau d'études qui travaille là-dessus de façon indépendante et nous avons pu couvrir davantage de zones avec moins de véhicules. Donc, par exemple, la ville de Stratford, qui ont des services qui utilisaient 8 à 10 véhicules pour couvrir l'ensemble de la ville, nous avons pu finalement réduire la même activité avec 2 à 4 véhicules. Donc, c'est vraiment pour la ville. Nous partageons également cela avec nos clients. Mais bon, disons que c'est quelque chose qui est intéressant d'avoir,
et que nous pouvons partager, mais il n'y a pas de mesures précises et en matière de perspective à l'échelle de la ville. Alors, nous espérons que cela puisse devenir quelque chose que nous pourrons suivre. C'est juste vraiment un bénéfice ajouté, en tout cas, quant à l'utilisation de nos technologies. J'ai tout à fait confiance que c'est vraiment en cours, que cela va être une réalité dans l'avenir. En tout cas, je suis sûr que ça va pouvoir être renforcé au moment opportun. Il nous reste 1 ou 2 minutes à peine avant de clore notre panel. Je voudrais vous donner l'opportunité de conclure ce panel par un point que vous voulez rajouter, que nous n'avons peut-être pas abordé plus tôt, ou revenir sur un élément dont nous avons parlé pour votre entreprise, mais si vous n'avez ou si vous avez des conseils, en tout cas, à notre audience, à nos auditeurs, pour un élément de votre expérience qui permet de faire la différence. Josh? Oui, je pense que, comme nous l'avons dit, même si nous servons un marché mondial, nous devons vraiment avoir la considération à l'égard de nos usagers, de nos stratégies clients et voir si cela est vraiment utile. Et même si nous essayons de faire croître nos activités, je pense que la persévérance, la ténacité sont vraiment ce qui permet de faire la différence. Merci, bonne chance. Et Jeff? Juste un commentaire d'ordre général. Au niveau de notre activité globale, eh bien, nous avons un stéréotype. Je pense que nous avons un domaine, nous avons vraiment un grand avantage parce que, bien culturellement, nous pouvons nous le permettre parce que nous avons un environnement multiculturel avec différentes langues. Je pense que c'est ce que fait le Canada toujours très positivement et c'est vraiment absolument positif. Et je pense que nous pouvons être tout à fait audacieux et confortables. Nous pouvons tout à fait, en tant que Canadiens, nous avons un avantage naturel en la matière. Yeah, no, Sophie, I'll agree with you that we're also very hopeful that cities and municipalities take the Un lead. dernier commentaire peut-être. Oui, je pense que les municipalités, les villes peuvent vraiment faire un changement et la façon dont ils adaptent, dont il faut les lois hein, et qu'ils établissent les règles. Et je pense que c'est un conseil pour les entreprises, comme disait Josh, c'est la persévérance. Hein. Il y a tellement de chemins sur lesquels vous pouvez aller. Et ça ne veut pas dire que un chemin, c'est le bon chemin. Non, nous ne sommes pas, nous avons notre propre chemin, notre propre voie. Et donc, financer cette voie, ce chemin, c'est ce qui est important. Et donc, je suis très heureux d'avoir fait partie de cette conversation avec Jeff et Josh qui ont montré comment cette voie peut être trouvée. Donc, merci Sophie pour avoir été la modératrice et l'opportunité de faire partie de ce panel avec vous et les autres. Merci. Oui. Je voudrais vous remercier tous les trois infiniment pour avoir répondu aux questions et je pense que vous allez retrouver beaucoup de candidats qui vont postuler pour les postes qui sont ouverts dans vos entreprises. Merci beaucoup pour cette session et j'invite le public à maintenant passer à la prochaine session avec des petites entreprises qui vont nous proposer des solutions propres dans la compétition à venir à 15h30 heure de l'Est. Merci, à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.